Alors oui, on va parler de voyage et de jeunesse. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, hein. Mais alors, je vais un peu vous expliquer. On va entrer dans le vif du sujet avec les voyages que propose actuellement la Fondation Auschwitz. Mais on va entrer dans le vif du sujet. On va parler que de ces voyages. Donc, et aussi, quelque part, comment ils ont évolué dans le temps. Parce qu'un voyage d'études, c'est quelque chose qui connaît des changements. Le monde évolue et c'est pas différent pour les lieux que nous visitons. Nous les regardons de façon différente. Et donc, voilà, donc ça c'est une des choses qu'il faut tenir en compte avec les voyages que nous proposons. Alors je vais commencer par un petit mot qui sort de la préface de Piotr Siwiński, qui est aujourd'hui le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, musée d'État. C'est dans le livre Guide historique d'Auschwitz de Jean-François Forge et de Pierre-Jérôme Biscara, qui est actuellement le seul guide sur Auschwitz, guide historique en langue française à ma connaissance. Alors, Siwiński se pose cette question. Peut-on vraiment raconter une histoire à l'aide d'un site? Est-il possible de sauver une vie en racontant l'histoire? Le site d'Auschwitz d'aujourd'hui n'est plus celui de 1944. La guerre est finie, du temps s'est écoulé, l'habitude, le calme, la normale feignent de prendre le dessus. Tout est loin, très loin. De la compréhension de la Shoah résulte pourtant la compréhension du passé, du présent et des enjeux de l'avenir. C'est bien d'un point de non-retour que nous parlons, une référence en soi, factuelle, culturelle, anthropologique. De la remise en question de l'humain résulte le besoin de mémoire, non pas en tant que but en soi, mais en tant que fondement de la prise de conscience, laquelle peut aboutir à une responsabilité nouvelle, plus empathique, plus prophétique, plus héroïque. Est-ce faisable? Bientôt ne resteront plus que les écrits et le site. Unique par son degré de préservation, unique par son histoire, unique par le symbole qu'il incarne. Alors quand on parle de site, ici lui il parle d'Auschwitz, mais je pense qu'on peut extrapoler aussi à d'autres sites liés à la Shoah, j'y reviendrai. Comment, dans ce cas, montrer ce site? Comment le présenter? Comment l'aborder? Comment le lire? N'est-il pas comme une scène ou un autel autour duquel les voix des survivants reflètent en écho les voix des victimes, de ceux disparus dont le cri ne peut s'éteindre tant que la terre ne recouvrira pas leur sang? Il y a bien plus qu'une liaison d'interdépendance entre les récits de survivants et le site. Les récits submergent notre imaginaire. Le site l'ancre dans du réel, palpable, évocateur. Si un jour Auschwitz paraît muet, c'est que nous serons devenus sourds. Pour l'instant, d'année en année, de plus en plus de personnes viennent pour voir, toucher, tenter de comprendre, réfléchir et s'interroger. J'y vois un grand espoir, même si l'enjeu dépasse chacun de nous. Voilà, c'est avec ce début que je commence mon questionnement et en tout cas la présentation de ces deux voyages. Je vois ça a un petit peu bougé, donc j'avais bien mis le Z derrière Auschwitz. Donc le voyage à Auschwitz, tel qu'il se présente aujourd'hui, il a connu une certaine évolution et de fait, c'est celui qui est le plus ancien de nos voyages que nous proposons. On va remonter dans le temps. 1946, création de l'Amicale des ex-prisonniers politiques de Silésie. Ah, c'est tout un titre, hein, donc Auschwitz-Birkenau, bien sûr. Gross-Rosen, Groß-Strelitz, Jawisowitz, Jaworzno, Honwitz et Commando extérieur. Donc ça, pour une amicale, c'est un fameux titre. Hein, donc ils vont l'abréger après. Mais ici, on voit bien, s'il y a un mot qui est important, c'est bien sûr politique. Donc l'aspect politique est bien présent. À cette époque-là, on parle moins de la Shoah en tant que judéocide juif, des juifs d'Europe perpétrés par les nazis. Donc cet aspect politique est plus en présence. Il y aura également un comité international d'Auschwitz qui va être créé dans l'après-guerre. Et donc, par exemple, les amicales telles que la nôtre, parce que cette amicale est l'ancêtre de la fondation Auschwitz, ces amicales sont présentes aussi dans ce comité international d'Auschwitz qui reprend des pays aussi bien du bloc dit de l'Est que des pays occidentaux. Alors, on fait un saut dans le temps, 1978. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Entre-temps, c'est devenu l'amicale belge des ex-prisonniers politiques d'Auschwitz-Birkenau, c'est déjà un peu plus court.
Et en 1978, le monde a aussi un petit peu changé parce que les négationnistes commencent à prendre une certaine ampleur. On a plus de visuels, en tout cas sur l'aspect de la Shoah. Il y a eu le procès Eichmann en 61. Il y a eu Holocaust, le fameux téléfilm américain qui a quand même été une sorte de rappel d'histoire pour un public qui a priori n'était pas forcément intéressé par l'histoire. Il y a Shoah qui est en train de se faire, hein, donc Claude Lanzmann est en train de filmer à ce moment-là. Le film ne sortira qu'en 85. Et donc, à ce moment-là, l'homme avec l'imper blanc que vous voyez là, je vais voir si celui-ci peut m'aider. Donc ça, c'est Maurice Goldstein. Maurice Goldstein est le président du comité international d'Auschwitz à l'époque. À côté de lui, Paul Alter. Paul Alter qui est la cheville ouvrière de l'amicale belge et qui sera aussi le fondateur de la Fondation Auschwitz, le premier président de la Fondation Auschwitz. Il y a 10 rescapés à ce voyage-là. 1978, c'est un grand voyage avec 120 étudiants universitaires pour aller visiter Auschwitz et Birkenau en compagnie de rescapés. Ces rescapés qui trouvent qu'il est très important justement qu'un plus grand nombre soit au courant de ce qui s'est passé en ces lieux-là, en tout cas autres que des historiens ou des gens intéressés. C'était aussi encore une autre époque, hein. On n'entrait pas en Pologne comme dans un moulin. Aujourd'hui, c'est facile, c'est dans l'Union européenne. Mais à l'époque, il fallait passer quand même quelques frontières. Ce n'était pas le voyage le plus facile à organiser. De fait, celui-ci, il a pris 1 an et demi à organiser. Donc c'était un gros bazar, hein, avec 120 personnes. Ce n'est pas évident. Si vous voulez encore avoir une trace de ce voyage-là, parce qu'en fait, on montre un film de ce voyage chaque fois qu'on va à Auschwitz avec un groupe, c'est faisable, hein. Donc Lydia Chagol et Franz Böyen, son époux, avaient fait un film documentaire qui s'appelle « Un jour, les témoins disparaîtront ». Parce que là, il y a 10 rescapés qui pouvaient donner des réponses du tac au tac par rapport aux questions de ces étudiants. Aujourd'hui, c'est fini cette époque. Il y a encore quelques rescapés qui souvent n'accompagnent plus au voyage. C'était d'ailleurs, en fait, si je puis dire, une sorte de spécificité au voyage de la Fondation Auschwitz, c'est qu'on emmenait des rescapés pour en parler, pour témoigner in situ, si je puis dire. Cette époque-là, malheureusement, même pour nous, commence à être terminée. Alors, ce qui est important aussi, donc il y a à ce moment-là, 78-80, une sorte de basculement aussi, parce que cet aspect politique commence un petit peu à diminuer, et on va prendre conscience du judéocide. Parce que ça aussi, c'était un des problèmes de l'ancienne muséologie en Pologne et dans les pays communistes, c'est que souvent, les communistes avaient quelque part raison et pas raison, parce qu'ils disaient on ne va pas faire la distinction entre juif et un citoyen polonais lambda qui s'est fait tuer par les nazis, parce que sinon, si on fait cette distinction, on fait la même chose que les nazis. Ils ont raison. Néanmoins, quand on va à Auschwitz et surtout à Birkenau, on ne peut pas faire l'impasse du judéocide. Si les nazis trouvent utile d'aller chercher 2 juifs sur une île dans la mer Égée et de les amener à Birkenau, c'est quand même qu'il y avait quelque chose de plus que simplement du pas de chance. Donc ces judéocides, la Shoah, elle est absolument présente à Auschwitz, et ce n'est que dans les années 70 que cette visualisation de la Shoah va changer. Alors autre chose, quand on va à Birkenau, ça c'est Auschwitz II Birkenau, on voit l'entièreté. Et c'est pour ça aussi que nous, on met vraiment l'accent sur préparer la visite à ces lieux. Préparer les élèves quand vous y allez avec des élèves, mais pas préparer n'importe qui, parce que c'est pas forcément, il n'y a pas que les élèves qui ont à apprendre, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ouais, Auschwitz, ouais, je sais. Non, en fait, ils ne savent pas du tout. Ils connaissent juste le nom. Parfois, ils pensent encore que c'est en Allemagne aujourd'hui, mais bon, pas tout à fait. Alors, ça, c'est le tout. C'est Birkenau, donc c'est l'étendue maximale que les nazis ont réalisé, si je puis dire. Mais ça, c'est la situation en 1944-45. Alors, ce que nous, on essaye d'expliquer, c'est qu'il y a aussi eu cette situation-là. Là, on est en été 42, et là, on voit bien la partie concentrationnaire
et la partie exterminatoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment ancré dans notre propos. Il faut faire une distinction cruciale entre un camp de concentration et un centre de mise à mort. Leur finalité est complètement différente. Le camp de concentration, il y en a beaucoup. Il y a Buchenwald, par exemple, donc j'imagine que tantôt Mme Lampard va en parler. Il y a Bergen-Belsen, ce sont des noms qui sont souvent évoqués, mais dans la même phrase, on a tendance de dire camp de la mort. Et ça, en fait, bien sûr, la mort était certainement au rendez-vous, mais la finalité de ces lieux était différente d'un centre de mise à mort. Alors nous, on s'est plutôt axé à visiter ces anciens centres de mise à mort. Forcément, Auschwitz est compliqué parce que les deux sont présents à Auschwitz, mais donc été 42, la Shoah en fait ne fait finalement que commencer depuis quelques mois. Il y a quand même 1,3 km entre le camp de concentration et le centre de mise à mort. Donc si je reviens, j'espère que ça va marcher, vers l'ancienne, ici on ne voit plus la différence entre les deux, et c'est ça la complexité. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on fait des journées de formation avant de partir en voyage, pour donner déjà quelques clés. Parce qu'un des accompagnants, donc je pense que c'était un de nos lauréats, ce sont nos plus jeunes accompagnants, si je puis dire, ou en tout cas participants à nos voyages, qui disait tiens, j'ai quand même un souci, parce que donc les gens ils descendaient du train ici, donc disons en mai 44, ils allaient ici au sauna, ce bâtiment qu'on appelait le sauna, où ils étaient rasés, numérotés, et ensuite ils allaient à la chambre à gaz pour être exterminés. Et en fait là on mixe les deux, on mixe le camp de concentration qui impliquait une numérotation. Bien sûr, les gens qui étaient immédiatement exterminés dans les chambres à gaz, on ne les tatouait pas, on ne les numérotait pas, ça n'avait aucun sens. Donc ça c'est un truc logique, mais en fait maintenant on voit parfois pas la différence entre camp de concentration et centre de mise à mort. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on essaye de mettre l'emphase là-dessus. Aujourd'hui, notre voyage à Auschwitz, tel qu'il se présente en 2024, cette année-ci, c'est un peu spécial parce que, comme nos politiques ont jugé bon d'un peu changer les vacances entre francophones et néerlandophones, notre voyage à Auschwitz, c'est un grand groupe bilingue parce qu'on veut aller avec tous les Belges. On va même avec des interprètes, donc que chacun puisse parler sa langue, poser des questions dans sa langue et avoir des réponses dans sa langue. On allait à Pâques. Donc maintenant, les francophones néerlandophones n'ont plus les mêmes vacances de Pâques, donc c'est un peu compliqué. Alors, il y a un site où on va loger à Auschwitz qui a été créé véritablement pour ce genre de visite, c'est le MDSM, c'est une sorte de grande auberge de jeunesse qui a une capacité d'environ 100 de personnes. Et donc, cette année-ci, on n'a pas pu y aller parce que comme les vacances ont changé, le planning a changé, le MDSM n'était pas disponible. Cette année-ci, on va uniquement avec les lauréats pour pas les lauréats de nos prix qu'on invite à ce voyage, pour ne pas les punir d'une façon ou d'une autre. Mais un voyage classique, donc tel qu'il se présentera dans un an, par exemple, c'est d'abord aller à Auschwitz. Alors, le problème, c'est qu'on avait des rescapés à qui on pouvait poser des questions. Ça, malheureusement, il n'y a plus maintenant. Donc, on a dû combler ou changer avec des conférences. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça ne donne pas le même ressenti, ça c'est clair. Mais on n'a pas 36 000 solutions non plus. Conférences et documentaires. Documentaire aussi issu de notre collection d'interviews, donc interviews que nous faisons depuis 1992 avec Yale, donc des interviews de rescapés. On a tout ça à la Fondation Auschwitz, c'est ça aussi, la Fondation Auschwitz, c'est un centre d'archives. Le deuxième jour, on visite Auschwitz I, le Stammlager, le camp de base, sur le fameux Arbeit macht frei, là à la porte. On fait des conférences l'après-midi pour contextualiser au maximum. Alors, le jour 3, c'est la visite d'Auschwitz II, Birkenau et les conférences. Donc, parce que Auschwitz I, Auschwitz II, ce n'est pas la même chose. Le judéocide est plutôt présent à Birkenau, forcément. Jour 4, visite de l'ancien ghetto de Cracovie. Alors, c'est important parce que, bien sûr, des Juifs de Cracovie ont été déportés à Auschwitz, mais pas que, aussi à Belzec, par exemple. Donc, ce n'est pas toujours de toute évidence. On met aussi l'emphase sur quelle était la structure de ces territoires conquis jadis, donc parce que Auschwitz est en Haute-Silésie, directement annexé au Reich. Cracovie, c'est dans le gouvernement général, un État tampon entre
le Reich et l'Union soviétique. Donc tout ça, on essaye d'expliquer, de rendre ça plus intelligible pour le public qui nous accompagne. Jour 5, si on a le temps, la visite de l'ancienne synagogue de Oswiecim, qui est le nom polonais de Auschwitz, et le retour à Bruxelles. Mais pour préparer ce voyage, il y a une étape très importante. C'est la visite de la caserne d'Ossin en Malines. Pourquoi caserne d'Ossin, par exemple, pas Breendonk? Parce qu'ici, dans ce cas-là, à Auschwitz, les gens ont été déportés essentiellement depuis la caserne d'Ossin, qui était le SS Sammellager. Sammeln en allemand, ça veut dire regrouper. Dès que 1000 personnes, 1000 juifs étaient rassemblés, on les a envoyés par convoi à Auschwitz. Donc ce lieu-là est parmi d'autres le plus emblématique naturellement pour vraiment suivre du début jusqu'à la fin le périple de ces plus ou moins 25 000 victimes juives d'origine belge ou qui venaient en tout cas de la Belgique. Alors, le prochain voyage, ce sera celui du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025. Donc toujours à la Toussaint. Alors, le second voyage que je voudrais évoquer, c'est sur les traces de la Shoah en Pologne. Celui-là, il est plus récent. Donc, il existe depuis 2014. Alors, pour ce type de voyage, donc c'est un voyage qui va faire les autres centres de mise à mort qui ne sont pas Auschwitz, donc Chemno, Belzec, Sobibor, Treblinka et Majdanek. Là aussi, il y a ces différences entre centre de mise à mort et camp de concentration. Le seul qui est camp de concentration, c'est Majdanek, qui a également en son sein, en tout cas en 42-43, un centre de mise à mort. Alors, pourquoi seulement depuis 2014 ? Parce qu'on n'avait pas de rescapés qui pouvaient nous accompagner à ces voyages-là. On a aussi été s'inspirer en Allemagne parce que là, il y a une longue tradition aussi de volontaires, de bénévoles qui font des voyages pour se souvenir, mais aussi dans le sens pour essayer de, quelque part, se faire pardonner d'un fardeau collectif qu'ils portent. Nous, on n'a pas cette même approche-là, forcément, mais en tout cas, leur démarche est intéressante. Ils vont sur les lieux, ils lisent des témoignages, ils présentent qui étaient les victimes, ils présentent aussi qui étaient les bourreaux. Ça, avant, ce n'était pas très évident de parler des bourreaux, j'y reviendrai. Alors, ce voyage-ci, il est ouvert à tous. Le voyage à Auschwitz, il a connu quand même un autre développement, parce qu'au début, donc en 78, c'était 120 étudiants. Le prochain voyage se fera en 1980. C'est un voyage avec une soixantaine d'enseignants, parce que là, on a quand même pris conscience qu'aller à Auschwitz, c'est bien, y aller avec des enseignants, c'est mieux, parce que l'enseignant reste quand même la clé de voûte de l'éducation à la mémoire, quelle qu'elle soit. Donc, dans un premier temps, ce voyage était essentiellement destiné aux enseignants. À partir de 1982, le voyage à Auschwitz a été annuel. Donc ça, au tout début, on ne le faisait pas tous les ans. Ce voyage-ci, sur les traces de la Shoah en Pologne, en 2014, on a fait un voyage, je vais dire test quelque part, avec des gens qui connaissaient déjà les voyages d'études, qui pouvaient nous donner du feedback, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faudrait plus expliquer, oui, non, ça c'est trop compliqué, ça on s'en fout. Donc tout ça, ils nous ont donné ce feedback en 2014. À partir de 2015, ce voyage a été ouvert à tous. Et c'est le cas de nos deux voyages aujourd'hui. Ils sont ouverts à tous les gens qui sont intéressés. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? On ne prend pas des classes. On va prendre l'enseignant qui est intéressé, mais on ne va pas prendre une classe parce qu'avec 3 classes, le voyage serait déjà complet, en fait. Et le dernier traducteur et le meilleur traducteur d'une certaine connaissance, nous estimons que ça reste toujours l'enseignant. Alors, on essaie aussi de pas aller avec des gens trop jeunes, donc on dirait la limite c'est plus ou moins 16-17 ans. Pourquoi ? Parce que toujours en guise de formation, donc il y a des gens de plus jeunes de 16 ans qui peuvent être très bien formés, mais il y en a d'autres qui ont vu ça un petit peu ou pas du tout. Et donc là, le but c'est pas de choquer avec des images chocs ou avec des détails chocs de certains témoignages. Le but c'est vraiment de prendre connaissance de cette histoire dans la façon la plus globale et la plus totale possible. Notre message est aussi apolitique. On ne va pas visiter ces lieux pour dire, voilà, après vous savez ce que vous devez voter, etc. Vous êtes équipé d'un cerveau, vous réfléchissez. Nous, on vous donne des informations historiques et donc voilà,
c'est avec ça que vous rentrez chez vous à la maison. Alors, le voyage Shoah. Alors, ça, c'est un long voyage. Il est même tellement long qu'ici, avec le PowerPoint qui a un petit peu changé, les 2 derniers jours ne sont pas dessus. Mais bon, heureusement, je le connais par cœur. Alors, donc, arrivé à Varsovie, visite de l'ancien ghetto, on essaye de le faire chronologiquement. Ce n'est pas toujours évident, naturellement, mais bon, soit. On fait un tour en Pologne de 1300 km plus ou moins. Donc, on a un bus à nous. On va, heureusement, en avion jusqu'à Varsovie. Le deuxième jour, on va à Łódź, ça c'est vraiment le centre de la Pologne. On visite l'après-midi le centre de mise à mort de Chełmno, Kulmhof en allemand. Jour 3, on va à Radom, on fait un long périple jusqu'à Lublin, donc on s'arrête en fait à Radom, on en profite pour visiter l'ancien ghetto. Et là vraiment, on va chercher les traces juives qui peuvent parfois rester dans souvent des endroits qui sont maintenant complètement polonais. Hein. Juifs, il n'y a plus. Il y a encore parfois l'insulte juive qui reste, mais en tout cas, le juif, enfin la personne juive, physiquement, elle est souvent absente dans ces lieux-là. Jour 4, donc on reste à Lublin et on visite le centre de mise à mort et le camp de concentration de Majdanek, qui en fait, le vrai nom de Majdanek, c'est Keil Lublin, c'est le camp de concentration de Lublin. Alors, on visite aussi le Lublin SS, pas pour faire l'apologie du nazisme bien entendu, mais pour rendre compte de Lublin en tant que quartier général de l'action Reinhardt, l'extermination des Juifs de Pologne. Et donc, c'était le QG des SS qui s'occupait de ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'avant, je vais dire avant 1978 ou même pas, c'était difficile de parler de ça. Parce que expliquer pourquoi les SS étaient là, qui ils étaient et quel était leur parcours, les expliquer, c'est les comprendre. Est-ce que les comprendre, c'est pas déjà les pardonner? Moi, je dis que non, pas du tout. Mais ça complète l'histoire qu'on peut avoir. En tout cas, ça complète vraiment le décor total de cette histoire-là. Alors, jour 5, on va à Zamość, donc on est dans le sud-est de la Pologne, pas loin de l'Ukraine. On visite l'après-midi le centre de mise à mort de Belzec, donc un des centres de mise à mort Reinhardt. Jour 6, à Włodawa, là on est vraiment près de la frontière biélorusse. On visite le centre de mise à mort de Sobibor. Et donc, jour 7, on va à Sielce, on monte au nord et on visite l'après-midi le centre de mise à mort de Treblinka. Jour 8, donc on est nouveau lundi, là on vous fout la paix. On est nouveau à Varsovie, vous faites ce que vous voulez. Vous en avez marre de manger du polonais depuis une semaine, vous en avez marre d'écouter des histoires qui vous rendent très triste parce que forcément c'est une semaine de mauvaises nouvelles. Là aussi, justement, pour préparer ce voyage, on fait une journée de formation à Bruxelles pour déjà expliquer l'une et l'autre chose. Prochain voyage du lundi 4 au lundi 11 août 2025. Voilà, juste pour décorer, si je puis dire, une photo de Sobibor, du tout nouveau mémorial. Ce que vous voyez là, c'est vraiment les traces de la Shoah en Pologne. Si je ne vous explique pas ce que c'est et que vous n'avez pas vraiment de connaissance de ce lieu, c'est juste des pierres qui ont été collées ensemble. Or, ce sont des pierres qui recouvrent et qui illustrent les chambres à gaz du centre de mise à mort de Sobibor qu'on a retrouvé en septembre 2014. Tout nouveau mémorial à découvrir. Pour en savoir plus, traces de mémoire, donc pour préparer votre voyage à Auschwitz, visitez Auschwitz-Birkenau, parce que nous aussi, comme disait Ina, on reçoit beaucoup la question, je voudrais aller avec mes élèves à Auschwitz, comment est-ce que je dois préparer ça, qu'est-ce qu'il faut faire gaffe, etc. On a aussi un trace de mémoire hors série pour préparer une visite au fort de Brennung, justement, parce qu'un voyage d'études, c'est aussi en Belgique, naturellement. Et on s'était déjà posé quand même pas mal de questions sur le pourquoi et le comment des voyages mémoriels. Il y a déjà une dizaine d'années de ça, en septembre 2013, dans notre revue Témoigner. Je vous remercie pour votre attention.